Salut Thomas, est-ce que tu as déjà eu cette impression bizarre, un peu comme un vertige, que tout ce qui t'entoure est faux? Je veux dire, pas faux comme un mensonge direct, mais plutôt comme un décor de cinéma en carton-pâte qui tiendrait à peine debout. Salut Sarah, c'est marrant que tu commences par ça parce que c'est exactement le sentiment qui domine l'époque actuelle. C'est cette sensation de glitch dans la matrice dont tout le monde parle sur Internet. On a l'impression que le scénario de notre réalité a été écrit par une IA qui a un peu trop bu. C'est exactement ça. On regarde les infos, on voit la politique, l'économie, et on se dit que ça n'a aucun sens, que les chiffres ne collent pas avec la réalité, mais tout le monde continue de sourire et d'avancer comme si de rien n'était. C'est épuisant mentalement. Cette fatigue, Sarah, elle a un nom. Ça s'appelle l'hypernormalisation. C'est un concept absolument fascinant et terrifiant aussi, qui a été popularisé par le documentariste britannique Adam Curtis en 2016. Mais pour comprendre pourquoi tu te sens comme ça aujourd'hui, en 2024, il faut faire un voyage dans le temps. Il faut retourner dans les années 80, en Union soviétique. L'URSS? Attends, quel est le rapport entre mon fil Instagram ou la politique française actuelle et l'Union soviétique avant sa chute? Ça me paraît un peu grand écart comme comparaison, non? En fait, non, c'est le cœur du sujet. Le terme hypernormalisation vient d'un anthropologue qui s'appelle Alexei Yurchak. Il a écrit un livre sur la dernière génération soviétique. Imagine la scène. On est à Moscou en 1985. L'économie est en ruine totale. Les magasins sont vides. L'idéologie communiste, plus personne n'y croit. Même pas les dirigeants au Kremlin. D'accord, donc c'est l'effondrement. Logiquement, les gens devraient se révolter, descendre dans la rue, tout casser? C'est là que ça devient bizarre. Non, ils ne font rien. Et c'est là tout le paradoxe. Tout le monde savait que le système échouait. Les dirigeants savaient que le peuple savait qu'il mentait. Et le peuple savait que les dirigeants savaient qu'ils savaient. Mais tout le monde continuait à jouer son rôle. C'est incroyable quand on y pense. Pourquoi continuer la mascarade si tout le monde est au courant que c'est une pièce de théâtre? Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer une alternative. C'est ça la clé. L'imaginaire soviétique était tellement total, tellement englobant, que l'idée même qu'un autre monde soit possible était inconcevable. Alors, pour survivre, pour ne pas devenir fou, tout le monde a accepté de vivre dans ce mensonge. On faisait semblant de travailler, et l'État faisait semblant de nous payer. On faisait semblant d'écouter les discours, et ils faisaient semblant de croire qu'on les écoutait. C'est ça, l'hypernormalisation. C'est quand le faux devient tellement omniprésent qu'on l'accepte comme étant la seule réalité normale, même si on sait pertinemment que c'est absurde. C'est fou cette inertie. On accepte l'absurde par manque d'imagination. Mais Thomas, le lien avec nous, on n'est pas en RSS, on est dans des démocraties libérales, on a le marché libre, on a Internet, on a accès à toute l'information du monde. On ne peut pas dire qu'on manque d'alternatives, si? Eh bien, c'est la thèse d'Adam Curtis, et je pense qu'il a raison. Regarde notre monde moderne. Depuis, disons, la crise financière de 2008, on a glissé dans notre propre version de l'hypernormalisation. Prends la finance, par exemple. Depuis des années, les banques centrales impriment de l'argent magique pour maintenir le système à flot. On sait que c'est une bulle. Les banquiers savent que c'est une bulle. On sait que ça creuse les inégalités de manière délirante. Mais on continue de traiter l'économie comme une science rationnelle et stable. C'est vrai que quand on y pense, la bourse qui bat des records alors que l'économie réelle souffre, ça donne ce sentiment d'irréalité. Et en politique, c'est pareil. J'ai l'impression que les discours sont devenus, des coquilles vides. Totalement. Regarde les éléments de langage. Les politiciens, peu importe leur bord, utilisent des mots qui ne veulent plus rien dire. Ils parlent de changement, de réforme, de valeurs, mais on a l'impression d'assister à une performance d'acteurs. Eux-mêmes n'ont plus vraiment le pouvoir de changer les choses face à la complexité de la finance mondiale ou des algorithmes. Alors ils gèrent. Ils deviennent des gestionnaires du statu quo. Et nous, les électeurs, on vote, on s'indigne sur Twitter, mais au fond, une petite voix nous dit que rien ne changera vraiment structurellement. On joue le jeu de la démocratie comme les soviétiques jouaient le jeu du communisme. C'est super déprimant vu comme ça. Mais tu as mentionné les réseaux sociaux tout à l'heure. C'est peut-être là que l'hypernormalisation est la plus visible, non? C'est littéralement une fabrique de fausses réalités. Ah, mais c'est l'outil parfait pour ça. Les algorithmes ne sont pas là pour te montrer la vérité, Sarah. Ils sont là pour te garder connecté. Et pour ça, ils te montrent une version simplifiée du monde. Une version où les gentils sont très gentils et les méchants très méchants. Une version où tout le monde est beau, heureux et mange des avocados toast à Bali. On sait que c'est faux. On sait que cette influenceuse est malheureuse ou que cette photo est retouchée. Mais on like. On participe à la fiction collective. On valide le mensonge. Et on le fait parce que la réalité, la vraie, celle qui est dehors, est trop complexe? C'est ça le mécanisme de défense? Exactement. Le monde réel aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine, c'est le changement climatique qui s'emballe, c'est la montée des extrêmes, c'est l'intelligence artificielle qui va peut-être nous remplacer. C'est un chaos absolu, impossible à prédire. C'est terrifiant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se replie. On accepte la version simplifiée et fausse parce qu'elle est rassurante.
C'est plus facile de s'embrouiller sur une polémique stérile sur Twitter que de penser à la fonte du permafrost. Ça explique tellement de choses sur notre comportement actuel. Ça m'amène à la troisième partie de ta réflexion, ce que tu appelais le retrait. Si on ne peut pas changer ce monde global devenu fou et faux, qu'est-ce qu'il nous reste? Notre petit monde à nous? C'est la conséquence directe. Si tu as l'impression que le système est verrouillé, que les politiques sont impuissants et que l'avenir est bouché, tu arrêtes d'essayer de changer la société. Tu te replies dans ta sphère privée. Regarde autour de toi. L'obsession pour le développement personnel, le yoga, la méditation, la cuisine, le jardinage. Attends, je t'arrête tout de suite. Je fais du yoga et j'adore faire mon pain moi-même. Ne me dis pas que je suis une victime de l'hypernormalisation, c'est juste pour me sentir bien, non? Mais je ne critique pas le yoga, Sarah, j'en fais aussi, mais sociologiquement c'est intéressant. On cherche à contrôler notre corps, notre respiration, notre intérieur d'appartement, parce qu'on a perdu tout contrôle sur l'extérieur. C'est une gestion de l'anxiété. On se bâtit une petite bulle de contrôle au milieu du chaos. Le monde brûle, mais mon levain est parfait. C'est une forme de démission politique, si on veut être un peu brutal. C'est dur, mais je vois ce que tu veux dire. On se crée des petits îlots de normalité tangible pour ne pas sombrer. Mais du coup, ça arrange bien le système, non? Si tout le monde cultive son jardin, personne ne va manifester pour changer les règles du jeu bancaire. Bingo. C'est là que le piège se referme. Plus on se replie dans nos bulles individuelles, plus le système, aussi dysfonctionnel soit-il, peut continuer à tourner en roue libre. Les algorithmes continuent de nous nourrir, la finance continue de spéculer, et nous, on est là, à scroller et à méditer. On est devenus des spectateurs de notre propre déclin, mais des spectateurs très calmes et bien hydratés. D'accord, le tableau est posé et il est franchement sombre, Thomas. On vit dans un mensonge confortable, on sait que c'est un mensonge, mais on a trop peur de la complexité du réel pour en sortir. La question à $1 million, c'est comment on brise le sortilège? Comment on se réveille? C'est la partie la plus difficile, Sarah. Le réveil est toujours brutal. Pour sortir de l'hypernormalisation, il faut d'abord accepter de regarder la réalité en face, sans filtre. Et la réalité, elle n'est pas binaire, elle n'est pas simple, elle est chaotique, contradictoire et souvent moche. Donc arrêtez de chercher des solutions simples à des problèmes complexes. Arrêtez de croire l'homme politique qui nous dit « j'ai la solution miracle en 3 points ». Exactement. Il faut réapprendre à vivre avec l'incertitude. Il faut accepter que personne n'a le contrôle total et que c'est effrayant. Mais c'est aussi libérateur. Si on arrête de faire semblant que le système marche, on peut peut-être commencer à imaginer autre chose. Le problème des soviétiques, c'était le manque d'imagination. Notre défi, c'est de réactiver notre capacité à imaginer un futur différent, pas juste une version optimisée du présent. Ça demande un courage intellectuel énorme. Ça veut dire sortir de notre confort, sortir de nos algorithmes qui nous caressent dans le sens du poil. Oui, ça veut dire aller chercher la contradiction. Ça veut dire s'intéresser à ce qui est ennuyeux ou compliqué. Comprendre comment marche vraiment l'argent, comment marchent vraiment les réseaux d'énergie, la géopolitique, au lieu de se contenter du récit simplifié. C'est percer le décor en carton-pâte pour voir les poutres et les câbles derrière. C'est moins joli, c'est sûr, mais c'est réel. Tu sais, ça me fait penser à cette phrase dans le film Matrix, puisque tu parlais de glitch au début. Bienvenue dans le désert du réel. C'est moins accueillant que la matrice, mais au moins on est libre. C'est une très belle image pour conclure. L'hypernormalisation, c'est une cage dorée faite de nos propres dénis. En sortir, c'est accepter d'avoir froid, d'avoir peur, mais d'être enfin lucide. Et peut-être que c'est seulement à partir de cette lucidité qu'on pourra construire quelque chose qui tient vraiment debout, quelque chose qui n'est pas faux. Merci Thomas. Je crois que je ne vais plus regarder mon fil d'actualité de la même manière ce soir. Ça donne le vertige, mais c'est un vertige nécessaire. Merci à toi, Sarah. Gardons les yeux ouverts.